Nouvelle-Calédonie, actualité. 15 000 francs ou un stage de sensibilisation. C'est le choix proposé aux automobilistes en infraction routière. L'opération Carton jaune s'est déroulée tout au long des 2 dernières semaines sur le territoire. Objectif, lutter contre l'insécurité routière en faisant de la prévention. Karim Mouni, directeur de la DI3T, est notre invité pour faire un point sur cette opération. Moetai Brotherson, élu 18e président de la Polynésie française. Ce week-end a eu lieu la passation entre l'ancien président Édouard Fritsch et le nouveau président. Lors d'une première prise de parole, ses pensées ont été avant tout pour ses proches. À la fin de ce journal, nous nous rendrons à Vaud, sous le chapiteau, découvrir une pièce de théâtre dédiée aux scolaires, aujourd'hui intitulée « Pousser pour les grands » de la compagnie Les Arpenteurs du Caillou. Prévention routière. Les routes calédoniennes sont meurtrières. 70 victimes en 2022 et déjà 20 morts en cette période de l'année. Un fléau que les collectivités souhaitent combattre à travers un renfort de la législation et des contrôles, mais aussi par la prévention. C'est tout l'objectif de l'opération Carton jaune lancée en 2018 qui vise à sensibiliser les conducteurs, auteurs d'infractions, à l'importance du respect du code de la route. Voyez ce reportage de Audrey Pouedy. Donc une camionnette qui vient de Tontouta avec une famille à bord, le papa, la maman, le petit garçon et la petite fille. Et là, il y a une polo qui arrive d'en face à 180 km/h. Les feux éteints. Okay. Donc vous voyez l'état de la polo, elle est complètement écrasée sur la moitié. Ici, on peut constater qu'il y a le siège, un des sièges de la petite camionnette qui est ici. Donc violence du choc. Alors à savoir que là, donc il n'y a plus que le petit garçon qui est... Ils sont une vingtaine dans la salle à écouter ces témoignages et visionner ces photos d'accidents survenus sur les routes calédoniennes. Un atelier parmi les 6 proposé lors de ce stage de sécurité routière. L'occasion de sensibiliser la cinquantaine de participants à l'importance du respect du code de la route, comme cet exercice où les personnes doivent porter des lunettes simulant l'effet d'un état alcoolisé. Donc là, elle est un petit peu dans le fossé. Continue. Donc là, vous voyez, elle est complètement en dehors de la route. Continue. Tu as tué plein de gens. L'opération Carton jaune est une alternative lancée en 2018. Les conducteurs ayant commis des infractions ont le choix entre payer une amende ou suivre ce stage. Ce conducteur arrêté pour excès de vitesse a opté pour la seconde option. J'ai réduit la facturation et vous demandez votre présentation pour le stage. Non, le stage là, ça sera à la D3T, à la vallée du Tiers. Clara fait partie de ceux qui ont suivi ce stage. Arrêtée pour avoir utilisé son téléphone au volant, elle reste sceptique sur l'utilité de ce type d'atelier sur le long terme, mais le trouve tout de même intéressant. Mais c'est bien, ça nous fait un rappel à tous. Par exemple, j'ai mon permis depuis 8 ans, donc j'avais oublié plein de choses. Donc voilà, ça nous fait des rappels et ça nous met en évidence aussi les soucis qu'on rencontre tous les jours sur la route et les gaffes qu'on peut faire, même si on s'en rend plus compte. Nous souhaitons, avec le territoire et le haut-commissaire, développer cette sensibilisation en direction de la population. Il est clair que la sécurité routière se situe dans une situation accablante sur ce territoire. Et donc l'idée, c'est effectivement de sensibiliser la population, les Calédoniens. C'est une responsabilité collective. La métropole a connu une chute drastique du nombre d'accidents mortels et corporels depuis ces dernières années, parce que la répression aussi s'est accentuée. Et sur ce versant du traitement judiciaire des infractions routières, nous serons de plus en plus répressifs, avec des contrôles de plus en plus amplifiés, de plus en plus nombreux sur les routes de la Nouvelle-Calédonie, notamment des contrôles de vitesse, des contrôles sur l'état des véhicules. Alcool, vitesse, non-port de la ceinture, tels sont les principaux motifs de mortalité routière. L'année dernière, les routes calédoniennes ont fait 70 morts, un chiffre qui dépasse les bilans de ces 12 dernières années.
Et donc ce soir, pour en parler, nous sommes avec Karim Mouni, directeur de la DI3T. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors vous faites partie du Conseil permanent de la sécurité routière au gouvernement. Prenons l'exemple de Marais. Ce week-end, une femme a été éjectée de la benne d'un pick-up qui transportait plusieurs personnes. Son pronostic vital est engagé. On vient de le voir dans ce reportage, faire de la prévention pour mettre fin aux mauvaises pratiques. La route semble encore longue. Oui, typiquement, encore un cas dramatique qui va toucher beaucoup de gens. Il y avait une dizaine de personnes dans ce pick-up, probablement dans la benne. Donc au-delà des chiffres, ça veut dire clairement que ça va être encore des drames familiaux. Donc oui, besoin de faire de la prévention, besoin de sensibiliser, c'est déjà ce qui se fait. On a réalisé ce week-end avec l'État et la Nouvelle-Calédonie une opération de sensibilisation suite à une période de 2 semaines qui a permis aux forces de l'ordre de contrôler les usagers et de leur permettre, dans le cadre de l'opération Carton jaune, de participer à une journée de sensibilisation. Donc ça fait partie des actions que la DI3T mène et que l'État, conjointement avec l'État. Au-delà de cette action, en effet, la DI3T fait partie du Conseil permanent de la sécurité routière, au même titre que l'État, via le Haut Commissariat et tous les partenaires de la sécurité routière. Et l'objectif, en effet, est de trouver des solutions et d'apporter des solutions pragmatiques à ce fléau qu'est l'insécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Et justement, on vient de le voir dans le reportage, l'opération Carton jaune réaliser de la prévention, est-ce que c'est le moyen de lutter efficacement contre la récidive? Alors, c'est un moyen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'opération Carton jaune, l'idée, c'était de fédérer les usagers de la route au travers de cette journée de sensibilisation. Donc, dans les faits, les contrôles ont duré près de 2 semaines. Il y a 90 usagers qui ont fait l'objet d'une contravention. Et ce qui a été proposé à ces 90 usagers, donc, c'est de venir, au lieu de payer la contravention, de venir à la DI3T, travailler avec les professionnels, comprendre via divers ateliers liés à l'alcool, liés à la ceinture, de comprendre un peu les risques de ces comportements pour délivrer un message que eux-mêmes pourront délivrer à leur entourage. Alors, c'est une action, ça ne veut pas dire que en faisant ce type d'opération, c'est de la sensibilisation. Après, le Conseil permanent de la sécurité routière, lui, travaille sur des actions de fond plus impactantes. On parle par exemple des radars, des fourrières, de la réglementation qui doit devenir plus sévère. Justement, vous l'avez il a été remis en place depuis 6 mois maintenant. Qu'est-ce qui a été acté ? Alors, c'est vrai que le Conseil permanent, pendant toute la période Covid, il a été un petit peu plus silencieux. Il a été relancé le 15 décembre 2022 et ont été actés un certain nombre de mesures. Alors, il y a toujours eu des plans ces dernières années par rapport à l'insécurité routière. La particularité du dernier Conseil permanent, c'est de focaliser sur un certain nombre d'actions très pragmatiques et impactantes. Alors, techniquement, on a acté de renforcer les moyens de la gendarmerie. Donc cette année, en tout début d'année, on a mis à disposition de la gendarmerie près de 3 véhicules neufs équipés de radars et on va faire venir 4 nouveaux radars embarqués, nouvelle génération. Donc c'est des radars mobiles qui vont permettre aux forces de l'ordre d'être plus présentes et plus impactantes sur le terrain. Donc quand est-ce qu'ils devraient être opérationnels? Quand va-t-on les voir sur les routes? Alors les 3 premiers radars sont déjà opérationnels via les 3 nouveaux véhicules et les 4 nouveaux radars dernière génération vont arriver au 3e trimestre. Et alors concrètement, notamment au niveau de l'aménagement des routes, on parle aussi d'un lieu très accidentogène, celui du col de la Pirogue. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, col de la Pirogue, donc c'était la volonté du membre du gouvernement en charge du secteur, M. Thuyennon, de traiter une bonne fois pour toutes ce site-là, qui est très accidentogène. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. Sur les 15 dernières années, on a eu pas loin de 70 accidents.
46 accidents, dont 15 mortels qui ont occasionné 20 tués. Donc c'est un site qui est très accidentogène et on ne parle pas des accidents corporels. Donc l'idée était de le sécuriser par plusieurs manières. Comme 70% des accidents étaient liés à des chocs frontaux, l'idée ça a été de mettre en place ce qu'on appelle un séparateur central. Donc c'est un séparateur central qui va courir depuis le début du col au sud jusqu'à la fin du col au nord. Alors j'ai entendu sur les ondes qu'il y avait un certain nombre de mécontentements par rapport à ce séparateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, vous aurez des interruptions qui vont permettre aux secours d'intervenir. Vous aurez pour les usagers un espace de roulage qui sera plus important. Donc ça veut dire aussi, quand vous êtes usager de la route et que vous prenez le col, vous avez la possibilité de vous arrêter plus facilement en cas de panne. Vous avez la possibilité également d'avoir une meilleure reprise de votre véhicule si vous êtes distrait et que vous perdez un petit peu le fil. Et puis, surtout, vous ne serez plus en position de chocs frontaux qui sont généralement dramatiques. Karim Ouni, on le dit jamais assez, mais la Nouvelle-Calédonie est le territoire français le plus impacté par la mortalité routière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui. L'année dernière a été une année particulièrement meurtrière, une hécatombe même avec 70 morts sur nos routes, alors qu'en 2021, on en recensait 50 victimes. Comment expliquer ce rebond ? Alors en fait, la Nouvelle-Calédonie a une configuration particulière. C'est un petit pays, petite population, et quand on a un accident, l'histoire de la benne, une dizaine de personnes dans une benne, on a une personne dont le pronostic grave est engagé, on aurait pu se retrouver avec 10 personnes d'un coup, et là en termes de statistiques, vous prenez 10% à 15% directement. Moi je dirais que ces dernières années, on a en moyenne entre 55 et 65 morts par an sur les routes. Donc en effet, c'est 4 fois plus important que ce qui existe en Australie, 2 fois plus important que ce qui existe à Fidji ou en Polynésie française. Nous sommes au mois de mai, nous sommes sur la même constante, on part sur la même année que l'année précédente ? Oui, malheureusement, les derniers chiffres dont on dispose, on est déjà autour de 20 morts au mois de mai, ce qui correspond quasiment à ce qu'on avait l'année passée. Donc il n'y a pas d'inversion de tendance, clairement. Les comportements des usagers sont toujours aussi inappropriés. On a toujours autant de facteurs aggravants comme l'alcool, comme les stupéfiants, comme la vitesse ou comme des défauts de permis. Il y avait un défaut de permis à Marais. Donc finalement, Monsieur Ouni, quelle est la solution ? La prévention ou la répression ? Les deux, je dirais. La répression, évidemment, parce que ce sont des impacts immédiats. Donc encore une fois, les forces de l'ordre vont avoir plus de moyens pour le faire. Je pense notamment à la gendarmerie. Nous, côté des I3T, on met en place des applications. Donc on va permettre aux forces de l'ordre d'avoir des applications mobiles qui vont leur permettre d'avoir en temps réel toutes les informations concernant le conducteur, que ce soit carte grise ou que ce soit permis, ou information si le conducteur est un professionnel. Donc ça, oui, il y a des éléments de répression à mettre en œuvre parce que ça a des impacts immédiats. Après, il y a une question d'éducation de la population calédonienne et dès le plus jeune âge, donc le continuum éducatif, c'est-à-dire l'apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, il y a des dispositifs qui existent et ça, il faut les renforcer. C'est des dispositifs obligatoires et on veut faire en sorte que ce facteur obligatoire soit effectif. Karim Ouni, merci. Karim Ouni, directeur de la DI3T, merci pour cet éclairage. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci. Merci à vous. Pas d'activité nautique ni de baignade pour les Nouméens. Une nouvelle fois depuis ce lundi, les plages de la capitale sont fermées en raison de la deuxième campagne d'abattage de requins, bulldogs et tigres prévue par la mairie jusqu'au 24 mai. Cela concerne les plages du Château-Royal, Lansvata, l'île aux Canards, l'île aux Maîtres ou encore Magintin, Sainte-Marie et celle du Quendou Beach. A noter que la baignade récemment autorisée à la baie des Citrons sera également inaccessible pendant cette campagne. Une gestion que déplorent certaines associations environnementales comme Ensemble pour la planète qui prévoit une action devant la mairie de Nouméa ce mercredi à 13h. En politique, les loyalistes ont réagi dans un communiqué publié ce matin.
Je cite l'indépendance. Avec l'argent de la France, Louis Mapou, pompier pyromane à Paris, point d'interrogation. Il reproche au président du gouvernement Louis Mapou de réclamer 13 milliards d'aides financières de l'État pour garantir une stabilité. Or, selon les loyalistes, ce sont les leaders indépendantistes dont fait partie Louis Mapou qui seraient à l'origine de ces instabilités financières. Écoutons le président du gouvernement avant son retour au pays. Il a tenu une conférence de presse. Il explique pourquoi il a demandé un accompagnement financier supplémentaire de la part de l'État. Au micro de Charles Baudry pour Outre-mer 360. Parce que durant les années antérieures, nous ne les avons pas suffisamment traités. Et l'accumulation des difficultés sur ces sujets nous amène aujourd'hui dans une espèce d'entonnoir, puisqu'il faut le traiter. C'est maintenant qu'elles surgissent avec beaucoup plus d'acuité que par le passé, et donc il faut y faire attention. Donc j'ai demandé un soutien supplémentaire du gouvernement central pour nous accompagner sur les 2 années. Et pour cette année, c'est de l'ordre de 110 millions d'euros que j'ai présenté. Ce sont des chiffres qui sont connus déjà en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai reçu un accueil plutôt favorable du côté du gouvernement central. Je dois vous dire que je n'en doutais pas, compte tenu des enjeux, et donc une volonté d'accompagner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans cette phase 2023-2024. Politique toujours, 2 jours maintenant que Motai Brotherson est élu 18e président de la Polynésie française. Un moment historique pour le parti d'Oscar Temaru qui prend pour la première fois les rênes du pays. Si Motai Brotherson a acté du changement de gouvernance, ses premiers mots ont été pour sa famille, ses plus grands soutiens. Retour sur cette prise de fonction historique avec nos confrères de TNTV. Et M. Motai Brotherson obtient 38 voix. C'est son mentor en politique, Oscar Temaru, qui le premier le félicite. Motai Brotherson est le nouveau président des Polynésiens. Je veux remercier également Edouard et Aheria Polynesia. Je pense que nous allons travailler dans un bon état d'esprit pour l'intérêt général de notre peuple. Les premiers mots de Motai Brotherson en tant que président actent un changement du mode de gouvernance. C'est des sentiments de joie, c'est aussi message, j'en avais déjà conscience, la responsabilité qui est sur mes épaules aujourd'hui. Je sais on n'est pas parfait, on est des êtres humains, on va faire des erreurs pendant ces 5 ans. Il faut juste admettre ces erreurs quand on les fait et en tirer les leçons. Ils ne l'ont pas beaucoup vu ces derniers mois. Les enfants du nouveau président du pays étaient à ses côtés ce matin et plus largement l'ensemble des familles Brotherson et Temaru venus l'accompagner en ce jour, sans doute l'un des plus importants de sa vie. Le plan initial, c'était d'arrêter la politique et d'aller faire des ruches à Rouhine. Elle m'a dit là, tu viens de flinguer le plan ruche. On est venus tous ensemble, on a essayé chacun avec nos contraintes différentes d'être présent quoi qu'il en soit. L'idée c'est d'être là pour le soutenir avant tout. On n'a pas envie de trop le déranger parce qu'il va prendre ses fonctions assez rapidement, donc on veut surtout être là en soutien. On s'est réveillé très tôt ce matin et puis on lui a envoyé un petit message, debout, c'est le moment, il faut y aller. Et en fait il était déjà réveillé, il avait déjà fini sa marche, donc comme quoi, même actuellement il a toujours finalement une longueur d'avance sur nous et puis c'est comme un phare au loin qu'on essaye de suivre, mais on est surtout très fiers de lui. Sa famille, c'est à elle que Motai Brotherson adresse son premier discours de président. On dit parfois que derrière un grand homme, il y a une femme, c'est faux. Elle n'est pas derrière moi, elle est à côté de moi, tous les jours que Dieu fait. Je t'aime. Si la politique est un milieu que les Brotherson connaissent bien, le petit dernier, Matatohero, 9 ans, suivra son propre chemin. Je ne compte pas devenir président, mais par contre, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresserai pas à la politique. Je veux officiellement devenir prof de maths, youtubeur, mangaka. À l'extérieur, plus de 300 personnes ont célébré cette élection et offert au nouveau président un premier bain de foule. D'ores et déjà au travail, il présentera son gouvernement lundi.
Et la parité au sein des institutions politiques est loin d'être une évidence. L'Union des femmes francophones d'Océanie, l'UFO, s'est retrouvée au Mont d'Or aujourd'hui. L'organisation dresse le bilan des observations faites par les délégations envoyées en Asie-Pacifique et en Indonésie. Au Vanuatu, par exemple, seule une femme est députée au Parlement sur 52 sièges. Écoutons Muneiko Auchas, chargée de la communication de l'UFO en Nouvelle-Calédonie, qui s'exprime sur la place des femmes au sein des institutions au micro de Anna Mazer-Pirodon. L'idée, c'est de renforcer ce mouvement féministe de sorte à avoir des leviers au niveau régional, international, mais surtout de voir comment en local nous pouvons travailler, c'est-à-dire comment nous pouvons faire du lobbying auprès des instances ici, des institutions, pour défendre concrètement les sujets, les dossiers. En bref, ce 15 mai 2023 marque la fin des mesures exceptionnelles liées au Covid-19. La maladie rejoint désormais les infections respiratoires dites classiques, au même titre que la grippe saisonnière. La direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie tient à informer la population des changements dans la prise en charge de la maladie, à savoir que toute personne présentant des symptômes sont invitées à consulter un médecin pour bénéficier d'une évaluation médicale. Les mesures d'isolement en cas de personnes infectées sont supprimées. Et les gestes réflexes pour éviter les contaminations sont toujours de mise. La vaccination contre la Covid-19 reste recommandée pour tous selon la DASPS. Du sport à présent, pour sa première participation à la Ligue des champions d'Océanie, Tigasport entame la compétition par une défaite ce midi. Les joueurs de Leonardo Lopez se sont inclinés 3-0 face au triple champion de Polynésie, l'AS Pirae. Les 3 buts ont été marqués dès la première période. Ici, c'est Yuan Tioni qui est à la réalisation de l'ouverture du score pour les Tahitiens à la 7e minute. Puis de nouveau, un coup dur pour les joueurs de Tigasport. À la 25e minute, c'est au tour de Tevaitini Teumure d'inscrire le 2e but sur cette magnifique reprise de volée. Magnifique. Enfin, c'est Ariura Labast qui achève Tigasport avec ce but en 2 temps. Les joueurs de Tigasport doivent vite se ressaisir. Le prochain match pour les joueurs de Tocanot sera ce jeudi à midi contre l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Kari United Football Club. Les matchs sont diffusés, pour rappel, chez nos confrères de NC La Première et sur le site internet de l'OFC, la Confédération du football d'Océanie. Culture avant de refermer notre journal, séance scolaire sous le chapiteau. Installée à Vaud jusqu'à vendredi, la structure itinérante d'art vivant multiplie les spectacles à destination du jeune public. Plus de 200 élèves de Koné, Vaud et Calagomen ont assisté à une représentation ce matin. De quoi leur donner goût au théâtre et à la littérature. Mathieu Le Barbier était sur place. Ce soir ou demain matin, il va se passer des choses terribles, tu imagines. Toutes les histoires que tu lis ont fini par te tourner la tête. Attentif, captivé, concentré, le sourire aux lèvres, voire émerveillé et franchement séduit, des élèves de primaire, de collège et de lycée ont fait le déplacement à Vaud ce matin. Installés sous le chapiteau, ils ont assisté à une représentation de Pousset pour les grands, une pièce proposée par la compagnie Les Arpenteurs du Caillou, une expérience théâtrale qui ne laisse pas indifférent. C'est juste les masques qui font un peu peur, sinon c'était drôle, c'était parfait. On a compris plus de choses dans la mise en scène en lisant un livre. À chacune de ces escales, l'équipe du chapiteau propose des représentations scolaires en complément des spectacles du soir. Ces séances sont de premières initiations au spectacle vivant pour les plus jeunes. Ce qu'on cherche, c'est le choc esthétique, c'est-à-dire c'est ce moment de la rencontre entre le spectateur et l'œuvre. Donc si on arrive à l'obtenir au moment du collège, de la primaire, voire du lycée, du coup derrière il y a déjà une expérience de fête et quand les gens grandissent et deviennent adultes, après ils savent ce que c'est, et ils ont envie et du coup ils viennent et du coup il y a un public pour ça et c'est comme ça aussi qu'on fait du développement, quoi. Avec une programmation qui allie danses urbaines, slam, dernières pièces locales et classiques, le chapiteau colle également au programme scolaire. Ils voient concrètement ce que c'est le personnage du monstre. Là, avec l'ogre, même si on n'a entendu que sa voix, c'est plus concret pour eux. Donc je pense qu'après en cours, ce sera beaucoup plus simple d'assimiler des éléments autour du monstre.
plus on va dans le temps et plus les spectacles ils montent en qualité. Donc moi je suis très contente et j'apprécie beaucoup. Au total, près de 1000 élèves de la région vont découvrir les spectacles du chapiteau. Jusqu'à vendredi soir, 4 autres pièces sont jouées à prix libre pour les habitants des environs. Une programmation à retrouver sur Facebook, ouverture des portes dès 18h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.